Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur les types trophiques. Donc la dernière fois, nous avions classé les micro-organismes et les organismes en général en fonction de trois paramètres, la source de carbone, la source d'énergie, la source d'électrons. Selon la source de carbone, on parlait d'autotrophes et d'hétérotrophes. Selon la source d'énergie, on parlait de phototrophes et de chimiotrophes. Et selon la source d'électrons, on parlait de lithotrophes et d'organotrophes. Si l'on croise le vocabulaire des sources d'électrons, par exemple, et des sources d'énergie, on va obtenir des noms de ce type-là. Photolithotrophes, par exemple pour les cyanobactéries. Chimiolithotrophes, par exemple pour des bactéries qu'on appelle feroxydantes, qui oxydent le fer. On a aussi des chimio-organotrophes et des photoorganotrophes. La connaissance du métabolisme des micro-organismes a un certain nombre de débouchés. Déjà, ici, on est capable de retrouver le genre et l'espèce d'une bactérie. Alors, genre et espèce, par exemple, quand je vous dis Escherichia coli, Escherichia c'est le genre, coli c'est l'espèce. Donc, si l'on prend une galerie que l'on appelle ici une galerie API, eh bien, on va ensemencer chaque cupule ici avec la bactérie que l'on veut, pour laquelle on veut découvrir le genre et l'espèce. On va laisser 24 à 48 heures et puis on va regarder la couleur de chaque cupule. Chaque couleur nous donnera une indication si l'élément contenu dans ces cupules a été utilisé par l'organisme ou pas. Regardez, chaque cupule en fait est définie par un nom. Ces noms correspondent à des éléments qui se trouvent dans ces cupules. Ici, il y a du glucose, ici, il y a du mannose, et on s'aperçoit qu'en fait, la bactérie qui a été ensemencée dans cette galerie, elle a consommé le glucose, mais elle a consommé le mannose et elle a consommé beaucoup d'autres sucres. Par contre, il y a des réactions qui ont été négatives à certains endroits. Donc on a construit un profil métabolique de notre germe qu'on a ensemencé dans cette galerie. Ce profil, c'est une carte d'identité. Tous les micro-organismes ne consomment pas tous les mêmes nutriments. Et donc à partir de cette carte d'identité de ce qui est consommé, on peut comprendre donc le métabolisme de ce germe et donc on peut en déduire son genre et on peut en déduire son espèce. Deuxième exemple qui vous montre l'importance d'avoir bien compris cette diversité de micro-organismes en termes de métabolisme, c'est l'exemple de la méthanisation qu'on a déjà traité avec du CH4 qui est libéré, qui nous permettra de produire de l'électricité et de la chaleur. Alors pourquoi ce CH4 est libéré? Parce que vous avez des micro-organismes dans le fermenteur qui ont consommé le lisier et donc qui se sont multipliés et qui au final ont permis de ne pas rejeter ce lisier au niveau des sols ou de l'eau. Et donc, ce procédé de méthanisation limite la pollution des sols et de l'eau, permet en plus de produire de l'électricité et de la chaleur, et en plus, la multiplication des boues nous permet d'obtenir de l'engrais. Quand nous avons parlé du cycle de l'azote, au final, nous avons parlé de métabolisme microbien. Quand nous avons dit que le NH4+ était transformé en NO2- par des bactéries nitreuses, on parle bien de leur métabolisme. De la même manière, ces nitrites qui sont transformés en nitrates par des bactéries nitriques, on parle bien à nouveau du métabolisme. Et donc quand on dit que les nitrobactères sont capables de faire cette nitratation, c'est bien que dans leur métabolisme, ils ont cette capacité. Quand on a dit la dernière fois aussi que le NO3- pouvait donner lieu à une respiration pour donner du NO2-, c'est à nouveau une notion de métabolisme. Quand nous avions parlé aussi des stations d'épuration et notamment du bassin d'aération, eh bien nous parlions de métabolisme. Quand on disait qu'il y avait une pollution organique et qu'on avait défini par la DCO et la DBO5, donc je vous rappelle que la DCO c'est l'ensemble de la matière organique oxydable et la DBO5 c'est ce qui est biodégradable. Et donc ce qui est biodégradable, c'est bien ce qui va être pris en charge par des micro-organismes. Et ces micro-organismes au final vont digérer cette DBO5. On avait parlé aussi de la capacité de digérer des molécules azotées et phosphorées. Et donc nos micro-organismes, au final, vont dépolluer l'eau, puisque ce qui aura été consommé par ces micro-organismes n'ira pas dans notre eau,
ne sera pas rejeté dans l'eau. On avait parlé aussi la dernière fois, dans l'introduction, je vous avais parlé de la pollution de l'air. Alors la pollution de l'air ici, l'exemple que j'avais pris, c'était cette usine de compostage. Donc vous avez des déchets fermentescibles. Euh, Ces déchets fermentescibles vont permettre de produire du compost, mais quand on produit du compost, on libère des gaz. Pourquoi libère-t-on des gaz? Parce que le métabolisme des micro-organismes qui sont présents donc ici, eh bien, vont dégager, entraîner le dégagement de certains gaz, notamment de gaz soufrés. Or, quand vous libérez ces gaz soufrés dans l'air, vous allez produire des acides. Vous pouvez vous reporter à ce qu'on avait vu en S1 sur la notion de pluie acide. Donc, il va falloir qu'il y ait une barrière avant de rejeter l'air qui se trouve dans l'usine à l'extérieur. Et dans cette barrière, en fait, vous avez des écorces. Et sur ces écorces, vous avez des micro-organismes qui vont consommer le soufre. Donc en sortie, on aura de l'air euh, qui ne sera pas pollué par le soufre. Donc on aura ici respecté des normes environnementales concernant les rejets de gaz soufrés dans l'air. Donc on produit du compost et puis par nos écorces ici, eh bien on limite la pollution. Donc produire du compost, ce sont des micro-organismes et donc c'est à nouveau le métabolisme des micro-organismes. Et puis ici, la dépollution se fait même par des micro-organismes. Donc vous voyez à nouveau, les micro-organismes ont une énorme capacité de diversité métabolique. Dernier exemple que je vais prendre, c'est la bioremédiation. Alors la bioremédiation, c'est la dépollution d'un sol par des organismes vivants. Donc ici, on injecte des micro-organismes dans un sol pollué. Ces micro-organismes vont digérer cette pollution. Bien sûr, tous les micro-organismes ne peuvent pas digérer toutes les pollutions. Donc il s'agit de certains micro-organismes qui vont digérer certains types de pollution. On peut digérer des choses comme par exemple des hydrocarbures. Et puis on va se retrouver du coup avec un sol qui aura été dépollué. Vous constaterez qu'il n'y a pas que les micro-organismes qui vont participer à cette remédiation des sols, cette dépollution des sols, mais vous avez bien entendu des végétaux dans l'ensemble qui vont être capables de participer à cette dépollution. Donc c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce qu'on voit que nos micro-organismes participent à la dépollution de l'eau, de l'air, des sols, nous donne la possibilité aussi d'avoir de l'énergie, des engrais, de produire des aliments. Donc, tout, derrière tout ça, c'est le métabolisme de nos micro-organismes qui le permet. Alors la dernière fois, ce que nous avions fait, c'est que nous avions expliqué que pour qu'un organisme se multiplie, il lui faut des substances élémentaires, donc qui lui apportent différentes sources de carbone, d'azote, de phosphore, etc. Il lui faut des facteurs de croissance, donc des sortes de vitamines. Et puis on avait dit que en contrepartie, ce métabolisme libérait des déchets que j'avais mis entre guillemets, parce qu'on a vu que au final, ces déchets n'en sont pas puisqu'ils peuvent avoir un rôle. Et par contre, nous avions simplement évoqué les milieux physico-chimiques, sans aller plus loin. Donc aujourd'hui, nous allons aller un petit peu plus loin sur ce domaine-là. Donc troisièmement, les facteurs physico-chimiques. Le premier, c'est la température. Donc vous retiendrez quoi? Vous retiendrez les noms ici. Donc les mésophiles, ce sont des organismes qui vivent à température moyenne. Les psychrophiles, ce sont des organismes qui aiment les températures basses, comme par exemple les listeria, qui peuvent se développer dans les frigos et donc qui peuvent occasionner des problèmes de santé pour le consommateur. Et puis des thermophiles qui aiment les températures élevées, qui peuvent pousser même jusqu'à 70 degrés. Alors vous imaginez. Et puis pour le pH, ben, c'est la même chose, on va les classer. On aura les acidophiles qui peuvent supporter des pH très très faibles, de pH 2 par exemple. Vous avez des acidophiles qui en plus sont thermophiles. Alors vous imaginez, ils aiment les bains à 70 degrés et à pH 2. On a des neutrophiles qui aiment le pH neutre et puis des basophiles qui aiment les pH basiques. Autre facteur à avoir en tête, c'est que les micro-organismes vont pousser en fonction de la quantité d'oxygène présente. Alors on a une expérience que l'on peut réaliser par exemple ici avec un milieu qui s'appelle le milieu viande-foie, qui est un milieu très riche. On fait pousser des bactéries ici, on ensemence en fait nos bactéries de haut en bas du tube, on laisse 24 à 48 heures et puis on observe ce qui se passe.
Eh bien, on s'aperçoit qu'il y a certaines bactéries qui ne pousseront qu'en surface. Ce sont des bactéries qui ont absolument besoin d'oxygène pour se développer, donc qui ont un métabolisme qui se fait avec de l'oxygène. C'est ce qu'on appelle des aérobies strictes. À l'inverse, on a des organismes ici qui ne supportent pas l'oxygène, donc il ne leur faut absolument pas d'oxygène. C'est ce qu'on appelle des anaérobies strictes. Puis on a des organismes ici qui supportent les deux, donc on dit qu'ils sont anaérobies facultatifs ou aéro-anaérobies. Et on a des organismes un peu particuliers, il leur faut pas trop d'oxygène, mais il leur en faut quand même. Donc ils ne poussent pas en haut, ils ne poussent pas en bas, c'est ce qu'on appelle des micro-aérophiles. Et puis nous pouvons citer les barophiles qui supportent une très très forte pression mécanique et les halophiles qui supportent une très forte pression osmotique, c'est-à-dire une forte salinité. Donc ça nous amène à parler de croissance de micro-organismes. Donc nous prendrons l'exemple de la croissance de bactéries. Je prends une bactérie, je la pose sur une boîte de pétri. Si sur cette boîte de pétri, les conditions physico-chimiques lui conviennent et si les conditions de nutrition lui conviennent, elle se divise en deux. Elle va se diviser en deux par ce que l'on appelle la scissiparité, donc une cellule mère qui donne deux cellules filles. Retenez le terme de scissiparité, c'est la division en deux. Et donc ici, à chaque génération, on va voir que on va avoir un doublement de nombre. Et donc on va avoir une phase de croissance exponentielle. C'est-à-dire que ma bactérie, au début, je ne la vois pas, elle fait un micromètre. Et puis à force de se diviser, au bout d'un moment, je vais la voir apparaître. Alors je ne vais pas la voir apparaître toute seule, je vais la voir apparaître, elle et ses descendants. Donc je vais avoir ce qu'on appellera une colonie. Et cette colonie, eh bien si elle a poussé, c'est que les conditions physico-chimiques et les conditions nutritives convenaient à ce type de germe. Alors les scientifiques vont définir la croissance des micro-organismes avec différents termes. Premier terme, c'est ce qu'on appelle le temps de génération. Alors le temps de génération, c'est un temps sur un nombre de divisions. Eh bien, par exemple, l'Escherichia coli met 20 minutes pour se diviser, tandis que les germes les bactéries de la tuberculose mettent 800 à 900 minutes. Donc à côté du temps de génération, on peut utiliser le taux de croissance. Le taux de croissance, ça va être l'inverse puisqu'on le rapporte au temps. Et on va dire qu'Escherichia coli, en taux de croissance, eh bien, c'est un taux de croissance de 3 puisqu'il y aura 3 divisions par heure. Alors que Mycobacterium tuberculosis, le germe de la tuberculose, en aura 0,075. Alors comprendre cette croissance microbienne, eh bien, c'est important pour les processus industriels qui utilisent ces micro-organismes. Donc on a ici une représentation d'un réacteur, c'est-à-dire d'un endroit où on va avoir une réaction métabolique au final de nos organismes en fonction du milieu qui est apporté. Donc on apporte le milieu. Ici, on va avoir nos germes qui vont être présents et ils vont donc consommer ce milieu. Et donc en sortie, on aura un milieu qui aura été modifié par le métabolisme de nos micro-organismes et on va obtenir le produit désiré. Alors ça, c'est utilisable en alimentaire. On a vu aussi qu'on a ce principe-là dans tout ce qui est des pollutions. Donc on va avoir trois cas. Soit notre milieu est non renouvelé, ça veut dire qu'en fait, on va avoir un réacteur fermé. Donc on met les micro-organismes, le milieu, on fait réagir X temps, mais on ne change plus le milieu présent. On va contrôler certains facteurs physico-chimiques, bien sûr, mais au final, il va y avoir de moins en moins de nutriments au fil du temps et de plus en plus de déchets au fil du temps. Donc la croissance va forcément s'arrêter à un moment ou à un autre. Ensuite, on a les milieux qu'on appelle renouvelés, des systèmes ouverts, en chémostat. C'est donc ce que je vous ai présenté juste avant, mais sauf que là, le milieu vient en continu. Donc il y a toujours des nutriments. Donc nos micro-organismes sont toujours en train de se multiplier. Et enfin, il y a un système qu'on appelle de système immobilisé, où on va avoir des micro-organismes qui vont être immobilisés dans le milieu. Ici, je récapitule, système clos batch, donc nutriments limités, une accumulation de substances toxiques, et puis la croissance microbienne qui s'arrêtera au bout d'un moment. Le chémostat, lui, donc c'est un milieu qui est ouvert, donc on apporte constamment du milieu neuf, donc pas d'accumulation de déchets ici non plus. Donc constamment renouvelé, ce milieu en système ouvert, des produits du métabolisme qui sont constamment éliminés et des micro-organismes maintenus en phase exponentielle de croissance. Et enfin, ici, vous avez un exemple de micro-organisme immobilisé au niveau de billes.
Bien, on se retrouve prochainement sur un autre support de microbiologie. À très bientôt, bonne soirée, bonne journée.